Alors moi je me vois plus comme un scientifique. Moi je suis géographe climatologue, donc pareil, je suis rentré dans les questions climatiques avec un doctorat, ensuite en travaillant sur les impacts du changement climatique sur les Alpes. La qualité de l'air, c'est un sujet qui est peu palpable pour les habitants. En analysant les données, lisant les rapports, etc., on appréhende vite ces problématiques-là. On comprend d'autant mieux ce qu'on peut faire et comment on peut s'engager pour améliorer tout ça. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'observatoire de la qualité de l'air de la région. Les différentes structures Atmo en France, elles ont une spécificité, c'est que ce sont des associations loi 1901. Et ça, c'est vraiment fondamental et très important. Dire que chez nous, c'est pas l'État qui dirige ou les collectivités, c'est partagé. L'État a 25% des voix, les collectivités territoriales ont 25% des voix, les industriels ont 25% des voix, et enfin les associations environnementales et les scientifiques ont 25% des voix. C'est ce qui fait que chez Atmo, lorsqu'on fait une mesure, elle est indépendante et surtout elle est transparente. On est le thermomètre. Et c'est le thermomètre qui permet de réunir toutes les parties prenantes de la qualité de l'air autour de la table et de dire aujourd'hui, la qualité de l'air, c'est 100. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça remonte à 2015 maintenant, où on était dans les prémices de la période charnière dont parlait Guillaume, où on a commencé à sentir que la population prenait le sujet en main. Et nous, on s'est dit, la population veut prendre ce sujet à bras-le-corps, des technologies existent, et on s'est un peu remis en question. On s'est dit, c'est vrai que la population, on l'intègre, mais peut-être pas telle qu'elle le veut, elle. Donc on s'est dit, on va outiller la population, en tout cas ceux qui le veulent, pour qu'ils puissent explorer eux-mêmes. Et on a créé ce service, donc pour faire simple, c'est un service qui permet donc d'explorer librement la qualité de l'air en empruntant un microcapteur de mesure. Et donc pendant 15 jours, on le prête gratuitement, c'est évidemment gratuit. Et pendant 15 jours, les gens qui participent vont se déplacer dans leur vie quotidienne, vont pouvoir mesurer la qualité de l'air dans différents contextes et voir le résultat directement sur leur smartphone. Je vois plutôt Air Attitude comme un moyen en fait, de connaître l'engagement des acteurs du territoire, des politiques publiques. C'est un moyen d'interpeller beaucoup sur les réseaux sociaux, de collecter finalement des jeux participes et puis de montrer la valeur ajoutée du travail d'Atmo, cette expertise en fait, où on accompagne, quand on accompagne les collectivités par exemple dans la mise en œuvre des actions et qu'on fait des calculs de telle action nous permet de gagner temps, etc., de montrer une fois que l'action est mise en place, qu'est-ce qu'elle a permis concrètement. Et du coup, faire pareil sur les actions citoyennes. Donc continuer effectivement à collecter les actions, référencer les actions qui sont mises en place sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes et continuer cette évaluation pour faire connaître le service au plus grand monde et embarquer le plus de monde avec nous. Cette plateforme, en fait, on continue de l'animer. Elle existe, on essaie de la faire connaître. C'est le dernier né en fait, des services numériques d'Atmo. Donc on essaye déjà de créer des passerelles entre nos différents outils. Par exemple, d'aller dans Air2Go, donc, qui bénéficie d'une communauté d'utilisateurs beaucoup plus grande. On va donner à voir en fait, les actions qui sont mises en place par les organisations ou par les citoyens, mais au sein de l'application Air2Go. Donc on va faire comme ça des passerelles entre les outils. On souhaiterait aussi travailler sur des indicateurs qui soient beaucoup plus simples et appréhendables par la population, c'est-à-dire que parler de kilos ou de tonnes d'émissions ou de polluants évités dans l'atmosphère, c'est peut-être
pas assez simple, donc il faut vraiment qu'on arrive à rendre ça encore plus tangible. Et puis, ce qu'on aimerait, c'est continuer évidemment à ce qu'il y ait encore plus d'actions qui figurent dans la plateforme et montrer aussi les actions qui sont mises en place en cas d'épisode de pollution. Aujourd'hui, on n'a pas un outil qui nous dit, aujourd'hui, quand on est en épisode de pollution, telle collectivité, elle a mis en place la gratuité des transports en commun, il y a la réduction des limitations de vitesse, etc. Et qu'on montre davantage les actions qui sont portées par les collectivités et celles qui sont issues des recommandations sanitaires et comportementales et que les habitants peuvent faire en fait pour limiter cet épisode de pollution en tout cas essayer de faire redescendre les niveaux, quoi. Les changements climatiques, on les voit déjà. On voit déjà sur les précipitations, sur l'enneigement. Christophe y reviendra tout à l'heure. Donc on peut quand même personnellement avoir l'impression que c'est un temps long parce que ces changements, ils se font petit à petit. Moi, je me souviens, la première fois que je suis arrivé sur la mer de glace en 98, je la voyais depuis la route. Et là, si je reviens, je la vois plus. Mais j'habiterai là-bas, année après année, je m'apercevrai moins de ce recul, quoi. Et parfois, c'est de se désaxer, de prendre un autre angle qui permet de voir que finalement, oui, ça progresse vite et qu'il faut agir maintenant pour qu'effectivement, sur les 15, 20, 30 prochaines années, ce soit encore possible. Si on réfléchit aux causes, en fait, aux causes de ce qui nous intéresse. Alors, si on parle de pollution de l'air, on sait ce qui se passe dans les vallées. Franchement, le constat, il est clair, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Sur la question du modèle économique, sur la question de l'avenir socio-économique, de la culture sur les territoires, en lien avec le réchauffement climatique, le rapport n'est pas si évident, en fait, notamment sur le court terme. Et ça va dépendre vraiment plus des territoires. Aujourd'hui, c'est clair et net qu'on a deux tendances qui sont très affirmées. On a la moyenne montagne, où on a bien compris que ça va être compliqué. Bon, on essaye encore de sauver les meubles, mais on est en train de passer à autre chose. Et puis on a la haute montagne, en fait, qui a plutôt une confirmation dernièrement, notamment par les scientifiques, que dans le cadre d'un réchauffement climatique tel qu'il est prononcé, on aurait quand même, d'ici une trentaine d'années, suffisamment de neige et suffisamment de ressources pour continuer à faire du ski. Ça, c'est clair, hein, ça a été posé comme ça. Donc, à partir de là, est-ce que c'est si grave en haute montagne de maintenir, en tout cas, les activités qui aujourd'hui sont indispensables d'un point de vue économiquement. Si à côté, il y a un effort qui est fait du point de vue environnemental vis-à-vis de la préservation justement des ressources locales, qui seront un atout énorme demain. Et ça, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire là-dessus. Et à côté, en fait, la question du ski, on arrive à le maintenir, on adapte le ski, mais dans le respect des conditions environnementales. C'est pas forcément antinomique tout ça. Il faut voir comment ça va évoluer. Comment, entre guillemets, on arrive à associer développement et protection, comment on répond concrètement à cette dualité qu'on pose sur la table depuis 30 ans. Et je pense que les acteurs et les décideurs en montagne, ils sont évidemment tiraillés par rapport à ces deux choses-là, qu'ils ne le seraient pas. Et il faut qu'on arrive à trouver justement le modèle qui fusionne tout ça. Et c'est pas forcément leur faute à eux s'il n'y a pas le modèle comme ça qui tombe du ciel. On ne va pas les engueuler alors que nous-mêmes, on n'est pas capable d'amener en fait des solutions. Alors qu'à côté, justement, il n'y a pas eu le terreau pour proposer des alternatives. Alors que même au niveau de la recherche et des universitaires, il n'y a pas grand-chose qui ressort par rapport à ces alternatives. Donc il y a encore du boulot en fait. Et je pense qu'il ne faut pas voir les choses de façon très cloisonnée et plus encore bosser pour qu'on puisse trouver le modèle qui convienne et qui réponde aux enjeux de dans 20 ans. Ce qui est un peu frustrant parfois pour moi, c'est les moyens financiers qui sont alloués à Atmo. Parce qu'on voit qu'on a des problématiques qui sont importantes, même si les choses s'améliorent. Voilà, on est encore loin d'avoir un air qui ne nuise pas à la santé des habitants de la région. On voit qu'on a des budgets qui sont quand même importants, mais qui ne suffisent pas. On voit qu'au niveau de la communication aussi, parfois on est limité. Par exemple sur la captothèque, on ne peut pas déployer aujourd'hui une captothèque sur l'ensemble de la région qui donne une information pour nos modèles, etc. Voilà, il y a une certaine frustration, alors qui est compréhensible aussi, parce qu'effectivement on utilise de l'argent public,
On utilise de la taxe sur les industries polluantes aussi, faut le savoir, c'est cette taxe qui nous est reversée par les industriels. Et on se dit qu'un nouveau modèle économique serait quand même intéressant, qui soit peut-être proportionné aux enjeux et aux besoins du territoire. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est ça, c'est peut-être qu'on se pose moins de questions sur nos moyens financiers, qui est peut-être, je sais pas, au niveau national ou régional, un tri des projets qui soit fait, mais qu'en tout cas, ce soit pas sur les moyens financiers, mais plus sur les besoins qu'on soit jugé. Il y a deux choses qui m'agacent souvent, c'est l'inconséquence des projets en fait. C'est-à-dire qu'on on fait des choses et puis à un moment donné, ça s'arrête. Il n'y a pas la mise en œuvre en fait de ce qui a été préconisé. On passe à autre chose. On a peur en fait d'y aller. Et dans un deuxième temps aussi, c'est de la part de pas mal de monde, c'est aussi la peur de se lancer et d'ouvrir sa gueule aussi. Si on veut amener en fait la population, les habitants, tout le monde en fait à aller sur ces sujets, il faut aussi qu'ils puissent tout simplement s'exprimer, il faut qu'on entende tout ce qu'ils ont raconté et qu'on l'inscrive clairement derrière dans des actions. La frustration qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de mettre en place souvent des actions sur les territoires qui sont vraiment en dépassement, alors qu'il y a des territoires qui sont préservés, des territoires de montagne ou des territoires plus ruraux. Et on aurait à cœur en fait de développer des actions sur ces territoires-là pour que la qualité de l'air continue à être préservée. Donc du coup, ça c'est vraiment pour moi un enjeu majeur d'avoir finalement une offre de services qui soit plus équitable en fait sur l'ensemble des territoires et pas seulement dans les villes, là où les activités humaines sont concentrées. Il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est ceux qui viennent, alors c'est plutôt des boîtes, soit juste pour le business, vraiment que pur business, ou pour la com. Alors pas forcément que des boîtes, mais même des citoyens, des gens font ça parce que c'est cool, parce que c'est tendance, etc. Je pense qu'on a, tu disais un peu, on n'a pas vraiment le temps d'être tendance on parle d'un truc qui est relativement sérieux et complexe, on l'a dit. Donc je comprends qu'il y ait aussi une économie derrière ça, etc. Mais pour venir que pour ça, on n'a pas trop besoin de ça, quoi. Je trouve que ça s'est fortement accéléré depuis 3 ans. En fait, ça s'est fortement accéléré depuis 2018. C'est-à-dire que depuis que, il y a eu une matérialisation assez claire en fait, des effets du changement climatique en assez peu de temps. Donc ça a pu paraître comme une sorte de catastrophe naturelle qu'on aurait pu ressentir, et non pas une diffusion, parce qu'en fait, les effets du réchauffement climatique, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Mais ils étaient diffusés un petit peu partout. Enfin, 2003, ça a marqué les esprits, puis ça s'est tassé. Maintenant, on est passé à autre chose, dans le sens où c'est devenu assez clair que y a un réel problème avec le réchauffement climatique, qu'on est vulnérable, qu'on sera impacté. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, c'est encore compliqué d'avancer de façon très cohérente, mais c'est tout à fait logique en fait, parce que dans une transition, on ne peut pas attendre que tout le monde aille à la même vitesse, et c'est normal, effectivement, que l'accompagnement, il est primordial, et qu'il ne faut pas attendre que tout se résolve tout de suite. J'ai un début de réponse parce que je faisais partie de ces 40%, et il y a certains jours, j'en fais toujours partie. Faut pas faire de mythe. Tous les gens qui travaillent dans l'environnement ne sont pas non plus des écolos convaincus, etc. Donc j'en faisais partie, et je leur dirais que derrière le miroir, il y a un monde intéressant où on peut apprendre des choses. Ouvrez la porte. Derrière, il se passe vraiment quelque chose d'intéressant et de compliqué, mais pas si compliqué à comprendre. Les personnes qui n'ont pas du tout envie de s'impliquer, moi j'ai arrêté. C'est-à-dire que en fait, au début, on prêchait beaucoup dans le désert, et maintenant il y a un mouvement, donc j'ai plus d'énergie à ce niveau-là. Par contre, les personnes qui sont à l'écoute, qui ont envie de s'engager, ou bien ont quelques petites réticences, moi je pense que ça reste encore un cheminement assez personnel. Donc parfois j'ai du mal en fait à commencer à batailler, à vouloir essayer de convaincre. Avoir un argument comme ça tout de suite qui convainc quelqu'un, pour moi ça n'existe pas. Donner 2-3 éléments, être dans la nuance, apprendre à être un peu nuancé aussi. Quelqu'un qui est très radical et tout, c'est vrai que parfois on n'a pas envie, et puis parfois on a envie de lui dire juste détends-toi, et on lui amène quelques nuances, et peut-être qu'il réfléchira, qu'il s'ouvrira un petit peu plus. Parce qu'en fait, finalement, par rapport à la gravité de la situation, ce qu'on nous demande en fait individuellement chacun,
dans un premier temps, c'est pas si grave. C'est pas incroyable, c'est pas inhumain, c'est pas l'horreur, enfin bon, voilà. Et surtout, évidemment, si on fait attention dans ce qu'on demande aux gens, qu'on reste aussi dans cette justice sociale qui est très importante. Oui, moi je vois deux aspects pour convaincre les plus réticents. Un premier très factuel qui est l'argent. C'est que finalement, ces gestes, bien souvent, avoir une voiture qui consomme moins, peut-être changer son système de chauffage aujourd'hui pour un système de chauffage performant, se déplacer un peu plus à vélo, tout ça, ça redonne aussi de l'argent aux gens. Et ça, c'est un levier, je pense, qui est puissant et qui risque de l'être de plus en plus avec des prix du gaz et du pétrole qui vont être importants. Et le deuxième levier que je vois, c'est vrai que l'échelle climatique, elle est longue et du coup, on ne se sent pas forcément touché. Par contre, on a tous des enfants autour de nous, on est parents, grands-parents, on a des neveux, des nièces, et se dire simplement qu'on aimerait qu'ils vivent aussi des Noëls à la montagne, avec de la neige, qu'ils puissent continuer de skier fin février sur des stations de moyenne altitude, et qu'ils aient ce plaisir tout simple, qu'ils le transmettent, ce plaisir, et ben, il va falloir aussi qu'eux agissent dès maintenant pour que cette famille, en tout cas, voilà, ce plaisir puisse continuer de génération en génération. C'est une question de responsabilité, en fait. L'air qu'on respire, c'est nous qui le faisons, en fait. Et du coup, nos actes engagent le bien commun, engagent notre santé. Et du coup, si on veut préserver ça, il faut agir maintenant, quoi. Et que c'est du bon sens, en fait, et que c'est pas si compliqué.